Les dirigeables comptent parmi les appareils volants les plus intrigants de l'histoire de l'aviation. Autrefois, ils incarnaient le triomphe de l'ingéniosité humaine, et aujourd'hui, ils aspirent à retrouver ce rôle. Mais que savons-nous vraiment à leur sujet? Avec quoi alimentaient-on les dirigeables autrefois? Comment sont-ils pilotés dans les airs aujourd'hui? Et quelles lois régissent ces géants du ciel? Bienvenue sur le podcast consacré aux dirigeables, raconté avec des mots simples, dédié au projet dirigeable de nouvelle génération. Et comme toujours, votre hôte est Gennady Badani. Les aérostats, connus sous le nom de dirigeables, sont des appareils volants contrôlables qui se maintiennent en l'air grâce à la force de portance d'un gaz à faible densité contenu dans une enveloppe. La caractéristique distinctive des dirigeables est la présence de moteurs et de systèmes de contrôle qui leur permettent de se déplacer selon une trajectoire précisément définie. C'est ce qui les différencie des ballons non dirigeables. Les dirigeables sont généralement classés selon les particularités de leur construction et se divisent en 3 types. Le premier type est le dirigeable souple, le plus simple dans sa conception. Ils ne possèdent pas de structure rigide et maintiennent leur forme grâce à la pression du gaz à l'intérieur de l'enveloppe. Ils sont légers, maniables, mais présentent certaines limites. Les premiers dirigeables de la société Aeronova, tels que Nova 01, Nova 2 et Nova 8, seront également conçus selon une structure souple. Le type suivant est le dirigeable semi-rigide. Il combine une enveloppe souple et une poutre de quille rigide. Cette conception assure à la fois la stabilité et une base solide pour fixer la nacelle avec les moteurs, réunissant ainsi les avantages des types souples et rigides. Le troisième type, ce sont les dirigeables rigides. Ils possèdent une structure métallique, une enveloppe extérieure et des compartiments à gaz interne. Cela permet de construire des appareils de très grande taille. Le célèbre Hindenburg était un dirigeable de type rigide. Dans le cadre du projet dirigeable de nouvelle génération, nous prévoyons également des appareils à structure rigide, et le premier d'entre eux sera le Nova 35. Ce sera le premier et le plus petit appareil de ce type fabriqué par la société Aeronova. Les principaux éléments d'un dirigeable comprennent une enveloppe résistante, une structure, des ballons à gaz, une nacelle pour l'équipage et les passagers, ainsi qu'un groupe motopropulseur. Aujourd'hui, l'enveloppe peut être fabriquée aussi bien en polyester ou en nylon qu'en tissu plus résistant comme le Vectran, l'aramide ou le Kevlar. Celle-ci offre une grande résistance et une excellente durabilité. Et pour garantir l'étanchéité ainsi que la protection contre le rayonnement solaire et l'humidité, on applique des films de polyuréthane et d'autres revêtements spéciaux. La nacelle est une cabine suspendue, conçue pour accueillir les pilotes, les passagers, les marchandises et tout autre équipement nécessaire. La forme traditionnelle du dirigeable n'est pas seulement une belle image, mais le résultat de calculs d'ingénierie en aérodynamique. La plupart des dirigeables arborent une forme allongée et caractéristique, souvent comparée à un cigare, ce qui leur permet de minimiser efficacement la résistance de l'air et d'assurer une excellente stabilité en vol. Il existe aussi d'autres configurations de dirigeables, bien que beaucoup plus rares. Et elles relèvent plutôt de versions expérimentales, comme les dirigeables sphériques en forme de disque ou aplatis. La forme du dirigeable est déterminée par les lois de la physique du vol. Plus son aérodynamisme est bon, moins il faut d'énergie pour surmonter la résistance de l'air. C'est pourquoi les formes des dirigeables sont soigneusement conçues dès la phase de développement. Le choix du type précis de dirigeable dépend de sa destination, qu'il s'agisse de transporter des passagers, d'accomplir des missions militaires ou de mener des recherches scientifiques. Les spécifications de l'aérostat dépendent directement de ses dimensions, de ses caractéristiques de construction et du type de gaz utilisé. Par exemple, un mètre cube d'hélium soulève environ 1 kg de charge, c'est pourquoi le volume est un paramètre déterminant. Plus le volume intérieur de l'enveloppe est important, plus la force de portance générée est considérable. À titre d'exemple, on peut citer le Hindenburg, maintes fois évoqué, dont le volume atteignait environ 200 000 m3. Cela lui permettait de transporter environ 100 tonnes de charge utile, qu'il s'agisse de passagers ou de tout autre type de fret. Historiquement, les premiers dirigeables doivent leur existence à l'hydrogène, le gaz le plus léger de l'univers. Sa portance spécifique est de 1,2 kg par mètre cube et surpassait toutes les alternatives, rendant les appareils extrêmement efficaces. L'hydrogène est facilement produit par électrolyse, à partir de l'eau ou par réaction d'acide avec des métaux, ce qui le rend bon marché et accessible. Son seul défaut fatal, c'est son extrême inflammabilité. La moindre étincelle, l'électricité statique ou la foudre pouvaient provoquer une catastrophe.
La tragédie du dirigeable Hindenburg en est l'exemple le plus marquant et le plus triste, devenu le symbole du déclin de l'ère des dirigeables de passagers. La recherche d'une alternative plus sûre a mené à l'hélium. Ce gaz inerte ne brûle pas et ne favorise pas la combustion, ce qui améliore radicalement la sécurité du vol. Cependant, ses propriétés physiques le rendent inférieur à l'hydrogène en termes de force de portance. Environ 1 kg par mètre cube contre 1,2 kg par mètre cube pour l'hydrogène. Mais il conserve tout de même un avantage clé, la légèreté. Après la catastrophe du Hindenburg, l'hélium est devenu de facto le seul gaz autorisé pour les dirigeables habités. Tous les dirigeables modernes que nous connaissons publicitaires, de surveillance, de recherche utilisent exclusivement de l'hélium. Il existe bien sûr d'autres alternatives, comme l'air chaud, le méthane ou même des concepts de dirigeables à vide, encore très futuristes pour l'instant. Mais toutes ces solutions sont soit inférieures à l'hélium et à l'hydrogène en termes de propriétés physiques, soit irréalisables pour des raisons techniques à l'heure actuelle. C'est notamment le cas des dirigeables à vide, en raison de l'impossibilité de créer une enveloppe à la fois suffisamment légère et résistante. La propulsion des dirigeables même est assurée par des moteurs. Dans les modèles modernes, il s'agit de moteurs électriques ou hybrides, tandis que les modèles historiques utilisaient des moteurs à essence. Les hélices génèrent la poussée, tandis que les gouvernes horizontales, verticales et les systèmes de gestion de la poussée vectorielle permettent de changer de cap, d'altitude et de maintenir l'appareil au-dessus d'un point précis. Le développement des technologies modernes favorise la renaissance des dirigeables en tant que moyen de transport écologique et efficace du futur. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire de l'aviation, à la physique du vol ou aux innovations dans le domaine des transports, vous êtes au bon endroit. Les dirigeables représentent un sujet vraiment fascinant, alliant technologie, science et la part de romantisme dévastateur. Et c'est génial que l'aérostation vous attire déjà, car dans les prochaines années, ce mode de transport occupera une place de leader sur le marché. Pour savoir comment devenir membre du projet Dirigeable de nouvelle génération et influencer vous-même le développement des écotechnologies et de l'aviation, consultez les liens dans la description et chaque nouvel épisode du podcast. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez vos commentaires et on se retrouve dans les prochains épisodes. À bientôt à tous.